projet. Action. Alors, on peut te parler un peu de la genèse de Toumaï. D'abord, je vous présente parce que là, franchement, la vidéo, nous, on parle déjà depuis un peu de temps. Mais en vrai, Edouard et Monia, oui. C'est ça, Toumaï. Exactement. Donc ça fait un peu de temps qu'on parle ensemble parce qu'on avait échangé en amont dans toute la phase de création de votre projet en amont où vous avez beaucoup bossé, vous allez nous en parler. Et puis, voilà, vous allez nous présenter un peu tout ce gros boulot que vous avez fait qui prend forme et qui est disponible sur le marché. Yes. Et vous? Alors, déjà, pour parler de nous, je commence, si ça t'embête pas. Donc, moi, c'est Monia, donc je viens de la région parisienne. J'ai fait des études de biologie, donc en fait, j'ai fait de la recherche, je suis docteur. Et j'ai complété mon cursus, oui, doctoresse même. Voilà. J'ai complété mon cursus avec une école de commerce où je me suis spécialisée en marketing. Et effectivement, suite à ça, j'ai intégré l'industrie pharmaceutique dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et c'est notamment au cours d'une de ces expériences que j'ai rencontré Edouard, qui est également mon conjoint, et que j'ai laissé se présenter. C'est un travail d'équipe, ouais. Donc, du coup, Edouard, moi, j'ai une formation à l'école de commerce de Bordeaux, Kedge, et ensuite, j'ai travaillé en logistique et transport, donc un petit peu dans l'agroalimentaire, et ensuite dans la pharma où j'ai rencontré Monia. Ok, moi je me présente vite parce que c'est le pilote. Donc, ouais. Simon, Aventure Bio, nous on est un grossiste bio et on essaye d'être au service des marques innovantes, des petits fabricants, ceux qui ont sué de leur front, qui ont utilisé leurs mains pour fabriquer des nouveaux produits. Et donc là, on essaye de faire une série parce que nous on a des échanges toutes les semaines avec des marques comme Toumaï et c'est toujours hyper intéressant. Et je me suis dit que c'est quand même dommage que finalement ça soit pas dispo pour quelqu'un qui aurait un peu de temps pour nous écouter. Et donc voilà, Toumaï, comment c'est venu, qu'est-ce que c'est? Alors, comment c'est venu déjà? Donc on va remonter un peu le temps. Donc effectivement, moi j'avais toujours voulu entreprendre. Mais j'avais pas trop d'idées, quoi. Ok, je veux entreprendre, mais par où commencer, où aller voilà, ça c'était vraiment la question. Et on a une amie à nous, sénégalaise, qui nous dit venez au Sénégal, ça va vous inspirer, vous allez rencontrer pas mal de monde, peut-être que vous allez avoir le déclic. Donc en amont de notre voyage au Sénégal, où on est resté un mois, on a contacté pas mal d'acteurs là-bas, différentes startups, des acteurs du secteur médical, du secteur du recyclage, etc. Et donc, on est parti les interviewer. Et au fur et à mesure des interviews et de la découverte du pays, on s'est rapproché de plus en plus de la bouffe, entre guillemets. C'est un point commun, c'est la base, avec Edouard, c'est qu'on aime bien manger, on aime bien découvrir des nouvelles choses. Et là-bas, on a surtout été accueillis chaleureusement avec différents mets, différentes plantes, différents ingrédients. Et c'est notamment là-bas où on a découvert des céréales anciennes comme le sorgho, le fonio, le mil et autres. Voilà. Donc je dirais que le point de départ, c'est vraiment là-bas. Et nous, on a voulu valoriser, on s'est intéressé à ces céréales notamment, et on s'est dit pourquoi pas les valoriser en France. Voilà. Donc ça a été le premier step. Je ne sais pas si tu veux reprendre, continuer. C'est vrai que moi, je parle beaucoup. Je ne sais pas si on a un peu de temps ou pas. Ouais, c'est parfait. Et donc, du coup, arrivé en France, on s'est rendu compte effectivement que notamment le sorgho poussait dans notre belle région et que voilà, on pouvait valoriser du sorgho français. Et surtout, l'intérêt de cette céréale, c'était surtout l'impact environnemental qu'on pouvait lui prêter. C'est quoi votre belle région? Ça pousse en Bretagne ou ça pousse où? Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit où on était. Donc nous, on est à Montpellier. Ouais. On est à Montpellier et on a du sorgho qui pousse vers Nîmes. D'accord. Voilà. Mais après, c'est vrai que le sorgho, il commence à y en avoir un peu partout en France, puisqu'il fait de plus en plus chaud partout. Donc, historiquement, c'est plutôt le sud-ouest, le sorgho. Et après, il y a aussi toute la région de Touraine, la vallée du Rhône. Et à vrai dire, alors moi, je suis originaire plutôt de l'Est, Lorraine, Alsace, etc. Et il y a quelques mois, j'ai vu un reportage où un agriculteur dans les Vosges est passé du maïs au sorgho.
pour son bétail parce que justement ça consomme beaucoup moins d'eau en fait. Donc c'est une céréale qui est assez proche génétiquement du maïs, qui a des caractéristiques notamment nutritionnelles assez proches, mais qui nécessite beaucoup moins d'eau, moins gourmande en eau et moins gourmande en engrais. Mais c'est vrai qu'elle est peu connue en France et en Europe, elle est surtout connue pour l'alimentation animale, parce que notamment riche en protéines. Alors que, bon, donc historiquement, c'est une céréale qui est apparue en Afrique. Hein. Et les riches en protéines comment? Enfin, genre, est-ce que le maïs, c'est pas très protéiné? Là, c'est plus protéiné que du maïs? Ça l'est un peu plus. Alors après, c'est pas une céréale miracle non plus dans le sens nutritionnel. Ouais. Ça l'est un peu plus que le maïs. Mais vraiment, le point fort, alors en dehors du fait qu'elle soit sans gluten, nous, on n'est pas vraiment sur le sans gluten, parce qu'on a du petit épeautre, on n'est pas sur le sans gluten, on est plus sur l'impact sur les sols, Ouais. la revitalisation des sols, nourrir les sols. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette identité de céréales ancestrales, donc en mettant en avant le sorgho, le petit épeautre, donc voilà, des céréales des origines avec un grand O, et les légumineuses. Là, on a commencé par le pois chiche. Et donc, on travaille sur ce combo ancestral céréales légumineuses. Ça nous parle à fond. On est à fond on est très inquiet pour toutes les questions de résilience alimentaire et de comment est-ce que l'agriculture va s'adapter au changement climatique. Et tout ce qui est céréales qui demandent peu d'eau et qui permettent, surtout avec un croisement avec les légumineuses, les pois chiches, ça pousse bien en France aussi, qui permettent d'avoir une alimentation qui est décarbonée parce qu'il n'y a pas besoin de donner du soja brésilien à des bœufs français. C'est quand même des choses qui sont hyper intéressantes. C'est quoi la principale difficulté que vous rencontrez quand vous commencez à parler du sorgho? C'est quoi les freins? Déjà, la première, c'est que très peu de gens connaissent. C'est quand même très 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 rare. Je crois qu'une des rares fois où quelqu'un a dit oui, je connais le sorgho, on était en dégustation test dans une biocoop à Nîmes. Et il se trouve que c'était une exploitante agricole, enfin la femme d'un exploitant agricole qui fait du sorgho. Et chez qui et chez qui on se fournit, du coup, en sorgho et en pois chiche. Mais sinon, globalement, le grand public. Du coup, c'était votre fournisseur, quoi. Genre, ils connaissaient le sorgho parce qu'ils vous en vendent, quoi. Ouais, voilà. C'était en anticipation. En fait, on faisait une dégustation. Elle nous dit mon mari fait du sorgho. Ouais. On s'est dit génial. Et là, on s'est dit, on savait pas qu'il y en avait carrément aussi proche de Montpellier. Ouais. Et donc voilà, là aujourd'hui on travaille en tout cas sur ces deux ingrédients-là en direct avec un agriculteur à Nîmes. Mais bon, après voilà, il y a aussi plein de difficultés quand on démarre sur le travail en direct. Le local, c'est vraiment un casse-tête. Mais du coup, pour revenir à la question du sorgho, la principale difficulté c'est ça, c'est que c'est peu connu. Alors après, nous on baigne dans un environnement de recherche puisqu'on est sur le campus. On est dans une pépinière qui s'appelle Agrovalo, qui est sur le campus Supagro INRA de Montpellier. Et donc, on a pu attaquer le sorgho, notamment sous l'angle de la recherche, et aussi avec le CIRAD, qui est un organisme très connu de recherche agronomique. Donc là, on est dans un terrain connu quand on parle à ces gens-là du sorgho. Maintenant, les agriculteurs aussi connaissent de plus en plus et sont nombreux à remplacer le maïs par le sorgho. Donc on sait qu'il y a un intérêt, on commence à être un peu dans différents groupes de recherche, aussi bien chercheurs que semenciers, industriels. Il y a un intérêt sur le sorgho qui est net dans l'alimentation humaine désormais. On n'est pas les seuls à s'y intéresser. Et ouais, il y a beaucoup. Moi, je parlais avec un meunier encore la semaine dernière. Et il disait clairement, pour lui, c'est la céréale du 21e siècle. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il en fait et qu'il travaille dessus, peut-être un peu aussi. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il va y avoir un intérêt croissant là-dessus et ça va arriver aux oreilles du grand public. Ça se travaille bien en farine parce que justement, tout ce qui est farine, c'est un point qui est crucial pour transformer une céréale en quelque chose qui rentre dans la cuisine quotidienne des gens. Pour l'exemple avec la farine de pois chiche que je trouve très efficace et très 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 pratique, mais le sorgho passe bien en farine aussi ou Alors justement, on va dire qu'il y a une niche qui connaît bien le sorgho, c'est aussi les sans gluten, puisqu'en magasin bio, tu peux trouver de la farine de sorgho au rayon sans gluten. Donc pour l'avoir utilisé, oui, la farine de sorgho s'utilise comme toute autre farine sans gluten et s'incorpore très bien dans pas mal, dans des gâteaux, dans du salé, dans du sucré. Après, effectivement, c'est sûr que dans les pays asiatiques et en Asie et en Afrique,
c'est une culture, enfin c'est comme pour nous le blé. C'est une céréale C'est une vivrière. céréale vivrière. Donc tu peux trouver mille et une recettes à base de cette céréale, même des alcools, comme de la bière ou de l'alcool fort. C'est la 5e céréale la plus cultivée dans le monde. Ah ouais, c'est oui, ok. Ah ouais, c'est massif, mais c'est vrai que oui, en Afrique et en Asie, un des alcools chinois, le Baikou ou Baikou, les plus connus, c'est un alcool de sorgho. D'accord. En Afrique, beaucoup de bière au sorgho, et puis ils le consomment un peu sous forme de semoule, cuit comme du riz. Enfin voilà, c'est quelque chose de très. Et ils consomment aussi la farine sous forme de porridge. Ouais. Tu vois, c'est cuit comme ça, enfin ils cuisent dans de l'eau et puis ça fait une bouillie très énergétique et du coup ils consomment ça au petit déjeuner par exemple. Voilà. Trop bien. Vous avez choisi quelle mise en œuvre, quel usage pour vos produits? Vous avez choisi des pépites, si j'ai bien compris. On est parti sur un granola, ouais, et on a appelé ce granola la pépite. Effectivement, on est parti même sur des granolas salés, plus spécifiquement. Et on a travaillé notamment avec des étudiants de Supagro pour nous aider à la formulation au départ. Sur le paquet. Parce qu'on avait différents challenges. Waouh! Je vais sortir une pépite. Je vais montrer une pépite, ouais. On avait différents challenges, c'est qu'on ne voulait pas, notamment le premier, c'est qu'on ne voulait pas utiliser de sucre, quelle que soit la forme du sucre. C'est-à-dire miel, sirop d'agave. Voilà la pépite. Donc miel, sirop d'agave, sucre de coco, voilà. On voulait que ce soit un granola qui soit un produit qui soit équilibré. Quand je parle d'équilibre, c'est en termes de macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, selon les recommandations de l'ANSES. Donc ça, les étudiants nous ont aidés à faire à formuler de sorte que ce soit équilibré. Et une des autres contraintes, je dirais, c'était le goût. Parce qu'effectivement, quand tu n'utilises pas de sucre, c'est un exhausteur de goût. Il faut trouver un équilibre avec les autres ingrédients pour apporter du goût à tes produits. Donc voilà, donc ça c'était cette partie goût pour vous assurer qu'en goût ça fonctionne, parce que nous c'est quelque chose qu'on vend en magasin bio. Il y a de l'intérêt pour des produits, il y a quelques produits qui arrivent, allez, quelques dizaines, une centaine de produits qui arrivent à fonctionner hyper bien et à générer du réachat malgré un goût qui à l'aveugle passe moins bien qu'un autre produit. Donc c'est soit vous avez choisi d'aller dans cette catégorie-là, soit vous avez une technique pour que le goût soit et ce petit goût de aller de rebondis. Voilà, alors on est parti de loin parce qu'au départ le produit était sur le papier techniquement très bien, donc sans sucre ajouté, équilibré, etc. Mais en termes de goût, c'était pas ça. C'était pas ça, donc il a fallu plusieurs heures en cuisine. On s'est plusieurs dizaines d'heures. heures en cuisine à faire tester notre entourage. Et également, on s'est fait accompagner par un chef cuisinier qui n'est autre que l'oncle Aïdoir, qui nous a aidés dans la formulation et l'association des goûts. Franchement, si je peux me permettre, faire intervenir des professionnels de la cuisine. Quand on crée un produit alimentaire, faire intervenir un professionnel de la cuisine qui sait faire des plats qui plaisent à 90% des gens, ça paraît évident comme ça, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas et c'est une super idée. Merci beaucoup. Même si pour lui, effectivement, c'était pas évident parce qu'on lui a posé des contraintes. Ah oui. Aussi, voilà. Voilà, parce que même en termes de sel, on est équilibré, il y a très peu de sel. Les sucres, on apporte une touche de sucre dans les fruits séchés et dans les légumes séchés, mais effectivement, rien de plus. Et donc ça a été aussi un challenge pour nous. Et effectivement, dès qu'on a eu les premiers prototypes, ce qu'on a fait, et pour continuer l'amélioration du prototype, c'est qu'on a fait des dégustations au sein de magasins bio, donc en direct, avec un questionnaire pour avoir un retour direct sur la composition, le goût, les saveurs. C'est qui les magasins bio les plus sympas qui vous ont laissé venir Biocoop, on a eu Biocoop, on a eu la Vie Claire. Après plutôt des indépendants de la région. Dans les chaînes, c'était ça, Biocoop, la Vie Claire. C'est des chaînes, mais sinon le reste c'était des magasins bio. Le reste c'était plutôt des indépendants. Okay. Et un super, là j'en profite pour faire un pub aussi, mais un super marché coopératif, la Cagette de Montpellier. Je ne sais pas si tu connais, dont on est membre du coup depuis un petit moment.
Donc ouais, eux ils ont super aidé aussi. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on ne devrait pas tarder à faire un test là-bas aussi. Ok, trop bien. Et donc, effectivement, tous ces retours, parce qu'on a fait des dégustations directes, mais on a aussi proposé aux gens de repartir avec un sachet de granola, puisque, effectivement, je ne l'ai pas encore dit, mais on a travaillé avec les étudiants pour qu'avec 120 grammes, tu as environ 500 kilocalories et ça puisse remplacer un repas sur le pouce. En rando, voilà, dans le train, etc. Donc, on a proposé voilà, des crash tests. Et on a pas mal de personnes qui les ont pris et qui, plus tard, une fois qu'ils ont consommé, nous ont donné leur retour. Et ça aussi, ça nous a permis d'améliorer le produit. Cool. Donc, voilà. Je prends ça comme un repas, je prends une bouteille d'eau, enfin, une gourde d'eau. Oui. Ça fait un repas, c'est bon, c'est agréable. Oui, on a eu pas mal. En fait, ça va vraiment dépendre, c'est individu dépendant. Donc, y a pas mal de personnes qui nous ont dit, moi, tout seul, j'ai pas pu le manger. Par contre, en salade, c'était vraiment top. Ouais. Et d'autres qui ont dévoré plusieurs sachets sur le pouce. Voilà, seul, ça va vraiment dépendre des profils et aussi de comment on appelle ça, j'avais le mot en anglais, mais non. Vas-y en anglais, ouais. Du way of life, des habitudes de vie. Des habitudes de vie. Voilà, par exemple, les sportifs, etc., ils ont beaucoup mangé seuls. Ah oui. Voilà. Et beaucoup l'ont mangé seuls aussi devant leur ordi quand ils n'ont pas le temps de prendre une pause déjeuner. Même si c'est pas bien, ça permet de dépanner. Ouais. Après, on a eu, voilà, en salade, dans du lait, dans du yaourt. On a vraiment eu pas mal de retours différents. Et puis, parce que je pense qu'avant, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé. On a parlé de la pépite du granola, mais on n'a pas parlé des formats. Ouais. Et ça, c'est important parce que le format peut aussi un peu orienter l'usage. Mais autant le grand, voilà, là, c'est les 120 grammes où on a travaillé sur l'équilibre et les 500 calories, le repas complet. Autant à côté, on a le petit, voilà, donc on le voit. Le petit 40 grammes qui, lui, est plus en gars dans la poche, dans le sac à dos, etc. Mais c'est le même produit à l'intérieur. Et le troisième format qui est celui qu'on aimerait développer au max, qui est le vrac. Ouais. Où là, on a plus eu des retours. Quand on vient chercher son vrac, ça va plus être de l'apéro. Ça peut être de l'enca aussi. Donc, c'est vrai que le sachet 120 grammes était important. Y a le côté flemme aussi. Tu as ton sachet, il y a déjà 120 grammes dedans. Tu sais que tu as ton repas complet. Il est pratique et tu peux l'emporter partout. Voilà, en vrac, ça va plutôt être. Voilà, après, on peut faire de la pédagogie aussi en disant prenez pile 120 grammes. Après, je ne sais pas combien de gens le feront. Mais en tout cas, ça peut aussi. C'est bon, ils prendront plus ça. Sachant que après 120 grammes, c'est complètement indicatif. Ouais. Donc ça équivaut à 500 kilocalories, effectivement. Mais tout va dépendre, encore une fois, c'est individu dépendant. En fonction que tu sois sportif, en fonction de ton âge, de ta taille, de ton poids. Voilà, moi, 120 grammes, j'arrive pas aux 120 grammes, je suis calée bien avant. Ouais. Comme une personne va peut-être devoir manger plus que 120 grammes. Voilà, là, on est vraiment sur une moyenne avec les 120 grammes. Ouais. Et à adapter, que chacun adapte à son rythme de vie. Et par rapport, il y a quand même un point important qui est assez fou, c'est quand même la puissance des fibres complètes et des protéines. C'est l'effet de satiété. Et à quel point, moi j'ai fait pas mal de tests, on a fait aussi tester des gens, même quand on prend 120 grammes ou 100 grammes à midi, parce qu'on n'a pas trop eu le temps, etc., on est vraiment calé jusqu'au soir. Donc ça marche vraiment super bien. Le compo céréales légumineuses et le fait de travailler ces céréales complètes apporte vraiment un effet de satiété. Et alors, on a eu aussi pas mal notamment de femmes, alors pas que, mais oui. C'est vrai que c'est plutôt le profil femme qui ressort sur du coupe-faim. Donc l'enca plaisir, mais voilà, sans manger trop gras, trop sucré. Et vraiment, et de l'efficacité du truc, le petit creux à 10 heures ou le petit creux à 16 heures. Je mange 40-50 grammes et vraiment ma faim elle est passée, quoi. Et moi j'ai toujours une question. Pour revenir au... Vas-y. Vas-y. J'ai toujours une question qui est, à mon avis, assez importante. C'est quand on a plusieurs formats comme ça, la question qu'un magasin se pose, c'est bon, ok, je le mets où? Ouais. C'est quoi si vous en avez un à garder et vous rentrez dans un magasin, c'est sur quoi qu'il doit vous, dans quel rayon il vous cale, quoi? Et comment est-ce qu'il vous propose? Ça dépend du magasin. Vraiment, ça dépend du magasin.
Parce que donc quand on a rencontré les gérants de magasins pour nos dégustations et même après, quand on a échangé avec eux, autant certains savaient tout de suite où ils allaient le mettre. Par exemple, ils ont plusieurs autres produits un peu comme ça énergétiques à prendre sur le pouce. D'autres, vraiment, à part le vrac, ne voyaient pas où est-ce qu'ils pouvaient le positionner dans le magasin. Donc, on va dire que ça va dépendre du magasin et de la clientèle du magasin également. Mais c'est plutôt sur la partie repas, substitut de repas. On nous a parlé aussi apéro, tu vois, genre le 120 grammes, pourquoi pas le mettre en apéro. Après, nous, on verrait plus du vrac pour l'apéro, mais effectivement. À la rigueur, dans les magasins bio, il y a quand même un endroit qui peut être adapté, c'est le rayon des graines, des sachets de graines. Ouais. Micro-ondables. Ouais, micro-ondables, où là, en effet, on a mis dans le rayon, on l'a mis à côté et ça passe plutôt bien. Ouais. Ah, ok. Et après, sur la partie fabrication, vous vous êtes organisé comment? Vous avez trouvé un partenaire pour le faire? Vous avez tout fait vous-même? Alors, on est des artisans granoliers. On le fait nous-mêmes, en fait, le granola. Et en fait, on est en partenariat avec une boulangerie solidaire d'insertion professionnelle, Pain et Partage, qui est localisée à Fabrègues, donc à proximité de Montpellier. Donc, eux produisent du pain bio, voilà, et ils produisent la nuit, ce qui fait que la journée, la boulangerie est donc libre, et donc nous venons produire en journée. Voilà. Donc, c'est super. Parce qu'au départ, c'était vraiment un point critique de savoir où est-ce qu'on allait. Est-ce qu'on doit sous-traiter? Est-ce qu'on fabrique nous-mêmes? Et où le faire? Mais effectivement, on a eu la chance de rencontrer, d'avoir notre chemin qui croise celui de Pain et Partage. Et ça va, vous arrivez à tenir le rythme de faire, de gérer une boîte, de granuliser et de. Pour l'instant, oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est un peu chaud, d'autant plus que Monia. Je travaille à côté, en fait. Bosse à mi-temps parce qu'il faut payer le loyer. Ouais. Les galères du démarrage. Non, là, on connaît. Ouais. Donc là, on va dire, moi je suis à 100%, Monia à 70%. Ouais. Mais ouais, pas évident, mais de toute façon, on sait que si ça prend en volume et à un moment donné, oui, en effet, il faudra trouver un moyen. Est-ce qu'on embauche pour la partie fabrication et nous, à la rigueur, filer un coup de main à côté? Est-ce qu'on a notre propre atelier? Est-ce qu'on trouve un partenaire de confiance qui peut nous les fabriquer? Donc ça, on a déjà plusieurs scénarios. Actuellement, on est bien dans la boulangerie, ça se passe bien. Il est aussi tout à fait envisageable de prendre un salarié en insertion de la boulangerie pour le faire travailler sur nos produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager aussi. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. À l'heure actuelle, c'est nous qui fabriquons et c'est important parce qu'on se rend compte de toutes les galères qu'il y a et de ce que c'est aussi de fabriquer parce que, voilà, nous, on est plutôt des intellectuels, les études, etc. Et on n'a jamais été trop des manuels. Et là, c'est un vrai métier quoi, qu'on apprend aussi. Et ça permet aussi de maîtriser de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on fait, voilà, les gestes qui vont faire qu'on va avoir une meilleure texture, que ça va impacter le goût. Enfin, tout ça, on l'apprend aussi parce qu'effectivement, travailler avec ses mains, on se rend compte que ça peut changer la donne sur à la fois l'aspect, la texture et le goût du produit final. Donc, on est sur un produit artisanal fait à la main. Ouais. Bah, bravo. On a un pétrin quand même pour le mélange. On a un pétrin. Et un four pour cuire, hein, on le fait pas. Ouais. Ah,